Bonjour, dans cette vidéo, je vais introduire l'API Enterprise Java Beans. Enterprise Java Beans est une spécification Jakarta Enterprise Edition qui permet de simplifier le développement de la couche métier d'une application Jakarta Enterprise Edition. Donc, sur le site officiel de Jakarta Enterprise Edition, nous voyons parmi autres la spécification Jakarta Enterprise Beans. Jakarta Enterprise Beans defines an architecture for the development and deployment of component-based business applications. Donc, le plan général que je vais adopter est le suivant. Je commence par des généralités sur les EJB. Ensuite, je vais traiter les beans de session, le modèle de programmation des beans de session, puis le cycle de vie des beans de session, ainsi que le service timer et finalement message driven bean. Donc commençons par des généralités sur les EJB. La plateforme Java Enterprise Edition utilise un modèle d'application distribué multi-tiers. Nous avons la partie Machine Client, le tiers client, le tiers métier, le tiers serveur, et puis après le database server. Donc dans cette architecture distribuée, l'API EJB se localise à ce niveau-là et elle permet de simplifier le développement de la couche métier qu'on appelle business tier. Donc nous pouvons définir les EJB comme étant des composants côté serveur qui encapsulent la logique métier et la prennent en charge. Ce qui est intéressant dans cette API, c'est que les développeurs EJB peuvent se concentrer sur l'implémentation de la logique métier et laisser au conteneur le soin de s'occuper des détails techniques. Parmi ces détails techniques, parmi les services fournis par le conteneur ou bien plus généralement le serveur d'application, nous trouvons la gestion des transactions, le contrôle de la concurrence, la gestion des pools et la sécurité, la gestion de la répartition de la charge et la reprise en cas de panne. Donc tous ces services-là sont gérés par le conteneur, par le serveur d'application, alors que le développeur va se concentrer uniquement sur la partie métier. Et c'est pour ça que je dis que l'API EJB permet de simplifier le développement de la couche métier d'une application. Donc sur cette architecture, nous pouvons bien sûr avoir ici dans la partie web, nous pouvons avoir des Java Server Faces, des servlets, des JSP, ainsi que d'autres composants. Et la couche web communique, interagit avec la couche métier qui, à son tour, réalise et implémente la logique métier de l'application. Donc, les EJB permettent également de traiter l'accès distant. Ça veut dire que les méthodes d'un composant EJB peuvent être appelées soit en local, soit à distance, via d'autres applications développées en Java. Permettent aussi d'ordonnancer, de planifier des tâches, permettent aussi d'intercepter des messages de GMS
et il s'intègre parfaitement avec les autres technologies de Java Standard Edition et Java Enterprise Edition telles que JDBC, Java Mail, Java Persistence API, JTTA, Java Transaction API, JMS, and so on. Donc, ici, avant d'entrer dans les détails, j'aimerais bien vous donner un exemple, vous montrer un exemple d'un NeedJB. Et vous pouvez voir que le modèle de programmation, il est tellement simple, il suffit d'annoter une classe avec la notation, euh, convenable, telle que dans ce cas-là, j'ai une classe qui s'appelle CalculatorEJB, possédant une seule méthode double add, donc elle prend un argument de valeur et puis après retourne le résultat. Le fait d'annoter cette classe avec stateless, ça permet de rendre cette classe-là comme étant un EJB, donc le serveur d'application va la reconnaître en tant qu'un composant métier EJB, et par conséquent, nous allons tirer profit de tous les services offerts par le conteneur, tels que la sécurité, la prise en charge et tout ça. Je prends un autre exemple d'un EJB aussi qui utilise et qui profite du service timer fourni par l'API EJB. Ici, le fait d'annoter cette méthode-là, statistics item sort avec l'annotation schedule, cette méthode-là va s'exécuter de manière automatique chaque premier jour à 5h30. Donc, le premier jour de chaque mois, day of month, le premier jour de chaque mois à 5h30, cette méthode-là s'exécute de manière automatique. C'est une planification d'un traitement qui va s'exécuter lorsque le timer programmé ici s'expire. La méthode GenerateReport s'exécute à 2h tous les jours et à 14h chaque mercredi. Donc, chaque jour, cette méthode-là s'exécute à 2h et chaque mercredi s'exécute à 14h. Alors là, vous pouvez rapidement déduire que cette API fournit un modèle de programmation léger et simple. Et si nous voulons faire ce travail-là, programmer cette méthode-là, ou bien programmer l'exécution de cette méthode à ce moment-là, sans utiliser l'API EJB, nous avons besoin d'écrire plusieurs lignes de code. Donc, finalement, comme vous le voyez ici, un EJB n'est qu'une classe ordinaire et qui encapsule une logique métier dans ses méthodes. Passons maintenant au type d'EJB. Les applications Enterprise Edition peuvent être complexes et la plateforme Java Enterprise Edition définit plusieurs types d'EJB. Donc, il y a les beans de session et les message driven beans. Les beans de session sont au nombre de 3 types. Il y a les beans sans état, singleton avec état. Les beans sans état ne mémorisent aucun état conversationnel pour l'application. Et ils sont la solution idéale lorsque l'on doit implémenter une tâche qui peut se réaliser en un seul appel de méthode, comme la classe suivante, CalculatorEJB. C'est un EJB de type stateless. La méthode add sera exécutée et le résultat sera retourné au client, sans garder aucun état conversationnel avec ce client. Le type singleton, c'est un bin de session unique et partagé par les clients. Et il autorise les accès concurrents. Donc ce type de bin, il implémente
patron de conception singleton, et le conteneur s'assurera qu'il n'en existe qu'une seule instance pour toute l'application. Les bins avec état mémorisent l'état et sont associés à un client précis. Ils servent à gérer les tâches qui demandent plusieurs étapes. Pour ça, le bin de session contient l'état conversationnel qui doit être mémorisé entre les méthodes pour un utilisateur donné. Et je peux vous donner ici un exemple d'un traitement qu'on peut programmer avec un bin avec état. Le caddie virtuel ou bien le panier virtuel qu'on trouve sur les applications de commerce électronique peut être programmé avec un bin avec état. Les message-driven beans reçoivent des messages asynchrones à l'aide de l'API JMS. Et ce modèle de composant sert essentiellement à intégrer des systèmes avec Message Oriented Middleware. Et en général, ces MDB sont utilisés pour intercepter les messages JMS. La spécification EJB fournit aussi un autre service intéressant. Il s'agit du service Timer. Ce service est la réponse standard de Java Enterprise Edition au problème de l'ordonnancement des tâches. Les applications d'entreprise qui dépendent de notifications temporelles l'utilisent pour modéliser les processus métiers de type workflow. Si je prends l'exemple suivant, la classe Statistics EJB utilise le service Timer pour planifier l'exécution de ces deux méthodes. Les EJB peuvent également être utilisés comme points terminaux d'un service web. Donc, un service web SOAP au REST peut être soit de simples POJO déployés dans un conteneur web ou bien des bins de session déployés dans un conteneur EJB. Ça veut dire qu'on peut profiter des deux API, des deux technologies, en programmant une classe comme étant un EJB en même temps un service web. Donc, quant à la spécification EJB et son implémentation, donc nous distinguons normalement plusieurs versions. Et d'une version à une autre, le modèle de programmation se simplifie et de nouvelles fonctionnalités s'ajoutent. Donc, Glassfish représente un projet de serveur d'application open source pour la plateforme Jakarta Enterprise Edition et il représente l'implémentation de références. Donc, vous pouvez télécharger soit la version Full Profile ou bien la version Web Profile qui est plus légère que la première. La spécification EJB définit aussi un sous-ensemble appelé EJB Lite. C'est un sous-ensemble minimal de l'API EJB et comprend un choix réduit mais efficace de fonctionnalités des EJB adaptées à l'écriture d'une logique métier portable, transactionnelle et sécurisée. Et toute application EJB Lite peut être déployée sur n'importe quel produit Java Enterprise Edition implémentant EJB. Je vais prendre le tableau ci-dessous qui énumère la différence entre EJB Lite et EJB Full. Donc ici, si je prends les Message Driven Bean, ce type de EJB est pris en charge dans la version Full, mais il ne l'est pas dans la version EJB Lite.
je prends interopérabilité RMI-IIoP. Donc, l'accès distant aux méthodes d'un EJB dans la version EJB Lite n'est pas fourni, alors qu'elle est fournie dans EJB Full. Les services web REST et les services web SOAP ne sont pas aussi pris en charge dans le cas des EJB Lite, alors qu'ils le sont dans EJB Full. En résumé, tout dépend de votre application. Si vous voulez fournir, ou bien si votre application fournit toutes ces fonctionnalités-là, ben vous pouvez opter pour EJB Full. Mais dans le cas contraire, ben vous pouvez opter pour EJB Lite. Alors, passons maintenant à l'étude des bins de session. Alors, je vais adopter le plan suivant. Je vais distinguer les différents types des bins de session, puis après les bins sans état, les singletons et les bins avec état. Donc, comme je viens de citer avant, comme je viens d'expliquer, il y a trois types de bins. Les bins stateless sans état, les bins singletons et les bins avec état. Bien que ces trois types de bins et de sessions aient des fonctionnalités spécifiques, ils en ont aussi beaucoup en commun. Et surtout, ils utilisent tous le même modèle de programmation qu'on va étudier ultérieurement. Les bins de session sont des composants gérés par un conteneur, c'est-à-dire un serveur d'application, et doivent être assemblés dans une archive jar, war or here et déployés dans le conteneur. Bien sûr, ce dernier est responsable de la gestion de leur cycle de vie, des transactions, des intercepteurs et de bien d'autres choses encore. Très bien, donc commençons par les bins sans état. Les bins sans état répondent aux besoins fréquents des tâches métiers. Et sans état ou bien stateless signifie simplement qu'une tâche doit se réaliser par un seul appel de méthode. Donc ici, on ne garde pas l'état conversationnel avec le client. La figure suivante montre un client, ou bien montre des clients accédant à des bins sans état placés dans un pool. Alors la caractéristique principale des bins sans état est que ici, le conteneur EJB crée un pool d'instances et il le met en mémoire. Il met ces instances-là en mémoire. Et lorsqu'un client appelle une méthode, le conteneur choisit une instance, exécute la méthode, retourne le résultat et puis il libère l'instance. Donc ici, on pourra avoir plusieurs clients qui demandent l'exécution des méthodes d'un EJB. Le conteneur n'assigne pas une instance pour chaque client. Non. Il utilise un pool en mémoire, chargé en mémoire, et lorsqu'il y a une demande par un client ça pourrait être une autre servlet, un autre EJB, d'accord, une autre classe, le conteneur choisit une instance, exécute la méthode et retourne le résultat. Alors, en ce qui concerne les singletons, on a une caractéristique principale, en tout cas, entre les bins sans état et singletons. Donc, les bins sans état et singletons partagent la caractéristique de ne pas mémoriser l'état conversationnel avec leur client et d'autoriser leur accès par n'importe quel client, comme nous voyons ici. Donc, je répète, ici le conteneur
Il choisit une instance pour exécuter la méthode demandée par le client. Donc, les bins sans état le font en série, instance par instance, alors que les singletons fournissent un accès concurrent à une seule instance. Donc, la différence fondamentale entre les bins stateless et singletons est la suivante. Donc, pour les bins sans état, le conteneur crée un pool d'instances en mémoire. Lorsqu'un client demande l'exécution d'une méthode, le conteneur choisit l'une des instances, exécute la méthode, retourne le résultat. Dans le cas des bins singletons, le conteneur crée une seule instance. Donc, tous les clients qui vont demander l'exécution d'une méthode vont utiliser la même instance. Donc, le conteneur crée une seule instance qui sera partagée par tous les clients. Voici un exemple de code pour un EJB stateless. Donc ici, j'ai défini deux interfaces. Une interface annotée local et une autre annotée remote. Ce qui indique que la méthode add est accessible juste en local par les composants de la même application, alors que la méthode mul, multiplier, est une méthode accessible à distance via le protocole RMI IIOP. Donc, notre classe ici, Calculator EJB, va implémenter les deux interfaces et puis après fournir le code ou bien définir ou bien implémenter la méthode add et la méthode mul. Donc, il s'agit d'un exemple d'un EJB stateless. Il suffit d'annoter la classe avec la notation stateless pour qu'elle soit reconnue en tant que EJB stateless par le conteneur. Ici, il s'agit d'un exemple de code pour un EJB singleton. Donc, de la même manière, on va utiliser une autre annotation qui s'appelle singleton. Et puis, cette classe-là, mailBean, représente un EJB singleton qui possède une seule méthode ici, sendMail, qui permet d'envoyer des emails lorsque ce timer-là expire. Donc ici, j'ai mis qu'à la fin de chaque année, au mois de décembre, le 31 décembre à 23 heures, cette méthode-là sera exécutée par le conteneur. Donc là, j'ai combiné en même temps, j'ai utilisé un service, ou plutôt un EJB singleton, et en même temps, j'ai utilisé le service timer pour planifier l'exécution de cette méthode. Donc là, le serveur d'application, ou bien le conteneur EJB va créer une seule instance. Et cette méthode-là sera exécutée à la fin de chaque année. Donc j'insiste sur un point intéressant, c'est que le modèle de programmation des EJB est tellement simple. Donc il suffit de créer une classe avec des méthodes, ça veut dire nous allons développer nos classes comme nous l'avons appris à le faire avant, et on va ajouter les annotations nécessaires. Le serveur d'application va s'occuper du reste. Maintenant, je passe aux beans avec état, ou bien les stateful. Donc, les beans sans état fournissent des méthodes métiers aux clients, mais n'entraînent pas d'état conversationnel avec eux comme nous venons d'expliquer. Les beans de session avec état, les stateful, par contre, préservent cet état. Ils permettent donc d'implémenter des tâches qui nécessitent plusieurs étapes, chacune tenant compte de l'état de l'étape précédente. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour les beans stateful est la programmation d'un caddie
virtuel sur un site de commerce électronique. Nous savons très bien que le cas dit qu'un client sur un site de commerce électronique peut choisir plusieurs éléments, plusieurs produits, plusieurs items, et puis il pourra parfois ajouter, supprimer, modifier la configuration et ainsi de suite, et ce n'est qu'à la fin qu'il valide sa commande. Donc ce type de traitement nécessite un état conversationnel, nécessite de tenir compte des étapes précédentes. C'est pour ça qu'on pourra utiliser un EJB stateful, ou bien les EJB avec état représentent vraiment une solution efficace pour ce type de traitement. Alors là, une chose intéressante dans les beans avec état, c'est la relation one-to-one entre l'instance du bean et le client. Quand un client invoque un bean avec état sur le serveur, le conteneur EJB doit fournir la même instance à chaque appel de méthode. Ce bean ne peut pas être réutilisé par un autre client, et ce qui est logique, comme dans le cas d'un panier virtuel. Chaque client possède son panier virtuel propre à lui. Ce panier n'est pas partagé avec, bien entre plusieurs clients. La figure ci-dessous montre la relation one-to-one qui s'établit entre l'instance et le client. Donc là, comme vous voyez ici, on a un conteneur EJB, un execution environment, dans lequel il y a un EJB déployé. Le conteneur EJB crée une instance par client. Vous voyez qu'ici, le client il interagit directement avec l'instance. C'est différent de la figure qu'on a vue avant dans les EJB stateless, où le client interagit avec le pool. Le client il demande l'exécution d'une méthode et le conteneur choisit une instance dans le pool. On n'a pas une relation directe avec le client. Chose qui existe ici sur cette figure. Le client 1 interagit avec l'instance 1. Le client 2 interagit avec l'instance 2. Du point de vue des développeurs, aucun code supplémentaire n'est nécessaire, car cette relation est gérée automatiquement par le conteneur. Donc il suffit de développer une classe telle que la suivante, c'est un exemple de stateful bean, annoter la classe avec la notation stateful, écrire votre code normal. Bien sûr, on pourra critiquer cette relation one-to-one. Ça veut dire que cette relation one-to-one a évidemment un prix. Donc, si l'on a 1 million de clients, ceci signifie que l'on aura 1 million de beans en mémoire. Pour réduire cette occupation, les beans doivent donc être supprimés temporairement de la mémoire entre deux requêtes. Cette technique est appelée passivation et activation. Et nous allons les traiter dans le cycle de vie des beans de session. Donc ces deux opérations sont réalisées par le conteneur et le développeur n'a pas à s'en occuper. Donc voici un exemple de code comme je viens de dire ici. Donc il s'agit d'un stateful bean qui permet d'implémenter un caddie virtuel, donc shopping cart EJB. Là j'ai tout simplement une liste des différents éléments que je peux ajouter, d'accord? Et puis il y a la méthode addItem, removeItem, getTotal, le prix total, et ainsi de suite. Nous allons revenir en détail bien sûr sur les différentes annotations qu'on peut utiliser pour, dans l'API EJB. Voilà donc, je me limite à cette, partie-là et la prochaine fois, je vais traiter le modèle de programmation des beans de session. Merci à vous.